Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Merci à vous qui prenez rendez-vous avec l'actualité tous les matins du lundi au vendredi. Vous le savez, c'est une émission pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en direct sur Facebook et en streaming sur YouTube plutôt. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau et comme d'habitude, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue, monsieur les juges. Oui, bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Actualité oblige, la situation sécuritaire sera au cœur de la présente convocation et celui que nous recevons ce matin à la barre est un acteur majeur de l'histoire politico-militaire de notre pays. Ancien député, homme de lettres, officier supérieur de l'armée, colonel Lona Charles Ouattara, bonjour et bienvenue sur le plateau du tribunal de l'actualité. Bonjour, monsieur le président. Alors je l'ai dit, avec vous, nous allons parler justement de la situation sécuritaire. Vous connaissez bien le principe de cette émission. Le premier mot revient au juge et nous allons ouvrir la première fenêtre, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. Je commence avec vous, monsieur Bougma. Merci, président. Mon avant-propos est en lien avec ce qui s'est passé à Inata. On est pratiquement à 3 jours. Aujourd'hui, c'est mercredi. On n'est pas dit 4 jours. Donc aujourd'hui, c'est mercredi. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de responsable, ne serait-ce que sur le plan administratif, qui soit inquiété et ou sanctionné. Et c'est toujours comme ça. Et je me demande si la note que nous avons vue, qui demandait de la nourriture pour les soldats, c'est une fausse nouvelle, c'est une fausse information. Si c'est une fausse information, il faut remonter la piste et sanctionner qui des droits. Si l'information est vraie, et pourquoi est-ce que qui des droits aussi n'a pas bougé pour que les soldats puissent avoir de quoi se nourrir? Donc parce que ça au moins c'est flagrant. Mais c'est aussi notre histoire qui se rattrape, qui se répète et ça a toujours été comme ça. Bien avant le régime actuel, il y a eu des manquements à la discipline militaire qui ont entaché la République, mais qui n'avaient pas été sanctionnés sur le plan administratif. Aucun soldat n'avait été inquiété. Et l'une des preuves qui saute aux yeux, c'est le 15 octobre. Et aujourd'hui, quand on écoute au niveau du procès, on a l'impression que ce sont des éléments indisciplinés entre griffes de l'armée qui se sont levés, aller abattre un président de la République pour que quelqu'un vienne s'asseoir et puis continuer. C'est vrai que les acteurs majeurs qui sont cités, certains, il y a un qui a fuité à Sainte, les autres sont morts accidentellement, d'autres par balle tentant de fuir, d'autres de maladie. Mais quoi qu'il en soit, administrativement et sur le plan de la discipline militaire, je n'ai pas vu de sanction. Ensuite, il y a eu l'affaire David Ouedraogo, c'était pareil, où des éléments d'une garnison ont braisé pratiquement un homme comme un animal. Il n'y avait pas eu de sanction administrative. Il a fallu la pression de la rue pour qu'on nous sorte des suspects sérieux. Certains jugés et qui ont été jugés. Des suspects sérieux dans l'affaire David Ouedraogo, jugés, et d'autres ont disparu mystérieusement, sont morts mystérieusement pendant l'emprisonnement. Et j'en oublie. Et ça a toujours été comme ça. Les supérieurs ne sont pas au courant, mais curieusement ne sanctionnent pas les éléments. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce régime, et c'est pareil. Yirou, Solhan jusqu'à maintenant. Mais comment est-ce qu'on peut continuer? Le push de 2015 est passé, il n'y a pas eu de sanctions administratives. On n'a jamais dit que quelqu'un X ou Y a enfreint expressement la discipline militaire en faisant ceci ou en commettant tel acte. J'ai dit bien, et les actes que j'ai cités sont des actes qui ont entaché notre République. Il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Donc c'est au pénal qu'on règle, et parfois, et même au pénal, dans quelles conditions? La rue, la pression de la rue. Donc on s'est accommodé de ces choses-là, où des gens manquent à la discipline militaire, et on continue, et ça nous rattrape. Alors, pourquoi aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, on n'est pas situé par rapport à cela? J'ai dit, ne serait-ce que des sanctions administratives ou bien suspendre des gens à titre conservatoire en attendant que les enquêtes viennent confirmer ou infirmer. Même ça, on ne fait pas. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me pose. Et c'est une grosse question que je me pose parce que j'ai dit, c'est des choses qu'on a traînées depuis 1987 jusqu'à maintenant. Et même avant. 1982, il y a eu le premier crime en politique militaire tué sur le dos et dit qu'il tentait de fuir. Il s'agit de Nézé Badembié lors du 39e anniversaire de son décès. J'en avais fait un avant-propos et j'ai dit jusqu'à présent rien.
Et ça, ces injustices-là nous rattrapent. Il faut également avoir le courage à un moment donné de dire réparons. Ça, il ne faut pas. C'est ça aussi cette réalité. Donc, il y a des faits qui sont communs. Sur le plan de la discipline militaire, c'est clairement fait. Et puis, il y a un conseil de discipline dans le corps qui doit siéger en fonction de votre grade, la composition, tout est clair. Et puis, prendre les sanctions qui vont avec, où on vous rétrograde, où on vous enlève vos galons, où on vous radie. Mais toujours est-il que ces choses-là sont là, mais ce n'est pas appliqué. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, c'est une grosse interrogation sur fond d'indignation. Donc, je m'arrête là et pensée spéciale à tous les soldats qui sont tombés au front. Merci, juge Bougma, pour cette interpellation. Juge Var. Oui, merci, Président. C'est un peu de la même lignée. Mais cette fois, ce sont des résultats intéressants qui nous sont partagés. Toeni, on parle de 90 années qui ont été mis en état de nuit. En tout cas, c'est bon à apprendre dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas comme au football, où une victoire vous permet d'oublier une défaite. Ici, c'est vraiment différent. Chaque fois qu'il y aura des Burkinabés qui vont tomber, ça reste dans les mémoires et ce sont des blessures et des meurtrissures qui ne vont pas comme ça. Et surtout qu'on a l'impression qu'à chaque fois, c'est lorsqu'on est vraiment tapé et que les Burkinabés sont dans une situation morale difficile, qu'on nous donne quelques bons petits points comme ça à prendre. Mais ça ne va pas suffire. La preuve, les gens qui sont sortis hier, quand on voit Ouagadougou, Bobo Dioulasso et autres, c'est comme s'ils n'ont pas été sensibles à cela. Parce qu'il y a un problème profond. Beaucoup n'arrivent plus à accéder à chez eux. Je parle de ceux qui sont encore à Ouaga ou dans des villes où ils peuvent encore circuler. Et parlons maintenant de ceux qui y sont et qui sont commis sous embargo. Ils ne peuvent pas sortir, personne ne peut rentrer. Ils ont l'impression d'être oubliés. C'est ça, l'autre partie du Burkina Faso. C'est ça, la réalité de certains Burkinabés aujourd'hui. Donc, il faut qu'on retrousse les manches et que vraiment il y ait une réponse qui nous donne l'impression, qui soit plus, on va dire, plus dure que ça, plus stratégiquement ficelée et qui nous donne espoir. Je pense que c'est ce que les Burkinabés attendent aujourd'hui. Je dis encore, les sorties d'hier, vous avez vu comment ça s'est fait. Habituellement, on a droit à des points de presse où des dates sont données pour que les Burkinabés sortent. Hier, c'est en quelques heures que la mobilisation s'est faite et les gens, dans chacune des villes du Burkina, même à l'intérieur comme à Ouagadougou, ont convergé vers des places symboles et ont crié leur ras-le-bol demandant le départ du président. Pour certains aussi, accusant la France de plusieurs mots. Il y avait ce qui aussi est dommage, entre parenthèses, brûler le drapeau français. Moi, dans tous les cas, j'accepterai pas qu'on brûle mon drapeau. Donc, quand on brûle le drapeau de quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui me parle en tout cas. Je trouve ça un peu dommage. Même si on peut avoir des revendications objectives à mettre sur la table. Mais pour revenir à ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment qui est partagé par les Burkinabés, c'est que l'offre domestique face à l'île terroriste n'est pas bien calibrée. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Et pour ceux qui pensent que la critique, c'est ne pas être patriote, il faut qu'ils ressentent leur perception des choses. Le prisme à travers lequel ils regardent est mauvais. Ceux qui critiquent aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui n'aiment pas le Burkina. Bien au contraire, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça vienne nous trouver dans une maison et puis ça nous fasse sortir. C'est l'affaire de tout le monde. Je pense que les Burkinabés montrent qu'ils sont préoccupés au premier chef parce qu'il est en train d'arriver aujourd'hui. Merci, messieurs les juges, pour ces interpellations-là. Alors, des avant-propos sur la situation sécuritaire qui nous plonge en tout cas sur le sujet enrôlé pour la présente convocation. Et à la barre ce matin, le colonel Lona Charles Ouattara. Bonjour et une fois de plus, bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes aviateur de formation, ingénieur en télécommunications et aéronautique. Vous êtes également homme de lettres, je l'ai rappelé. Alors, Les dessous de la révolution voltaïque, c'est le titre d'un de vos ouvrages. Parlant de cette époque-là, c'est ma première question de généralité. Il y a un procès qui s'est ouvert portant justement sur, je dirais, cette page de l'histoire du Burkina Faso, notamment la révolution et ce qui s'est passé le 15 octobre 1987. Aujourd'hui, colonel, quel est votre regard sur ce qui se fait du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000 où le tribunal militaire s'est installé? Bon, mais d'abord, je trouve que le procès de Thomas Sankara, c'était normal, mais avant celui de Thomas Sankara, il y a un des juges qui l'a rappelé. Nézien Badembié était le premier mort dès le CSP1, le 7 novembre 82, Nézien Badembié perdait sa vie, tué en plein jour, devant l'ambassadeur de France. Alors, ensuite,
tout le reste, ça a été émaillé d'assassinats politiques. Les Guébré Fidèle, le colonel Somé-Yourian, c'est des gars qui ont été enfermés dans un local et leur a mis une grenade. Bon, tout ça, ça n'a jamais été jugé, on n'en parle pas. On met le procès de Thomas Sankara en lumière comme si c'était la seule vie qui a été perdue. Mais dans l'humanité, il n'y a pas de différence entre la vie d'un président et celle d'un soldat simple. Donc il y a eu des assassinats politiques, personne n'en parle, et c'est d'où d'ailleurs le titre de mon livre actuel qui s'appelle La réconciliation nationale en trompe-l'œil. C'est un écran de fumée. Si vous prenez une seule période pour dire, parce qu'il y a un de vos confrères, le Lukman Savadogo, qui a écrit un bouquin que je pense que tout le gouvernement a lu. Quand nous autres on écrit, on ne nous lit pas. Ensuite, il y a ces fameux appels de Manéga, dits des sages. Tous demandent qu'on amnistie globalement le régime de Blaise Compaoré. Mais, et les crimes qui ont été passés avant. Moi, j'ai été victime, j'ai été en exil pendant 15 années, personne n'a pleuré mon sort. Ma maison où j'habite à Ouaga 2000, à la zone du bois à côté de vous, a été confisquée sous prétexte que j'avais aidé les Maliens à attaquer mon pays. Aucune preuve, rien. On a confisqué tous mes biens et lorsque je suis revenu, j'ai dû repayer ma maison pour la retrouver. Tout ça, c'est des injustices inacceptables qui ne permettent pas qu'on se foute des gens en parlant de réconciliation nationale. La réconciliation nationale, il faut des réparations. Si ce n'est pas fait, et puis les cas du Rwanda, de l'Afrique du Sud, ils ne connaissent même pas. Moi, j'ai vécu ces situations-là. En 1994, j'étais chef des opérations aériennes des Nations Unies à Kigali. Alors, sur ce plan, je couvrais l'ensemble de la zone des Grands Lacs, plus l'Afrique australe. Ensuite, c'est l'Angola, etc., etc. Mais je parle de réconciliation politique. Le premier acte, c'est quoi? Peut-être que vous alliez me poser des questions sur tout ça, mais j'en profite pour, quand vous me passez la parole... Déjà, peut-être votre réaction sur le procès, on l'a dit, on aura le temps de revenir sur le chapitre de réconciliation. Le procès devrait en avoir lieu. Mais avant celui-là, il devrait y avoir d'autres. Les tout premiers, les premiers assassinats devaient être jugés. D'accord. Vous êtes un témoin privilégié de cette époque-là. Oui. À la lumière de ce qu'on a comme déclaration à la barre aujourd'hui avec le passage des différents accusés et témoins, est-ce que vous estimez qu'il y a une part de vérité au moins qui pointe à l'horizon? Un procès, c'est très compliqué. Nous ne sommes pas moi, je ne suis pas juge. On ne peut pas tellement... Mais ce qu'il y a au plan militaire, c'est vrai que si Thomas Sankara a été assassiné, Blaise n'est pas là, c'est le principal accusé, mais il y a Diendéré Gilbert qui est là. Et il faut rappeler que c'est quand même Diendéré Gilbert qui... Les autres étaient très politisés, c'est-à-dire Sankara en tête, Blaise Compaoré, malgré le fait que Blaise commandait le Sénèque à Pau, c'était quand même Diendéré Gilbert qui était l'homme à tout faire. C'est-à-dire que si l'avènement du CNR, d'abord du CSP1, c'est d'abord des éléments comme Diendéré Gilbert, parce que c'était lui qui était le fer de lance de ce fameux Sénèque-là. Ensuite, l'avènement du CNR, c'est toujours lui. Après, vous avez bien vu qu'il a été l'appui du système Blaise Compaoré pendant 27 années. C'était lui
le bras armé. Donc, maintenant, mais le problème, pouvoir prouver que c'est lui qui faisait partie des assassins, commanditaire peut-être, mais prouver qu'il est... Moi, si je commande une compagnie, j'ai des soldats qui exécutent des trucs. Oui, dans ces conditions-là, je peux être impliqué parce que mes soldats ne peuvent pas aller accomplir une besogne tant que je ne le leur permets pas. Parce qu'il y a le problème discipline aussi. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il y ait un commando dont les éléments sont sortis de la garde, des différentes gardes qui étaient sous commandement de Diendéré Gilbert. Et quelque part, il devrait pouvoir maîtriser ces éléments-là. Mais s'il ne les a pas maîtrisés, mais il y a un autre truc qui milite en sa faveur, c'est le fait qu'on ait dit, on ait politisé l'armée à outrance, qu'on ait dit le soldat simple, il a la même voix que l'officier. Dans le système qu'ils avaient mis en place, il n'y avait pas tellement de prépondérance. On a vu un gars comme un sergent qui a été directeur général de la Sonabel. Bon, ça c'est dans un système bien organisé, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, de mon point de vue, si c'est une armée bien organisée, Diendéré ne peut pas se tirer de cette manière-là. Mais si c'est une armée comme très politisée, où Blaise peut se permettre de faire ce qu'il veut, eh ben, il y a le doute. Oui, effectivement, avant l'affaire Thomas Sankara, il y a eu bien d'autres. Hein. Comme je l'avais dit, dans mon avant-propos, j'ai évoqué le cas des Mbadembié et tout. Bon, pour beaucoup, il y en a qui n'ont pas déposé plainte. Je ne crois pas que la famille de Nézien et du lieutenant-colonel de gendarmerie, la famille Nézien ait déposé plainte. Maintenant, ce que la République peut faire, ou ce que la famille d'ailleurs demande, c'est la réparation. C'est d'accepter qu'il y a eu ci, il y a eu cela. Et puis bon, on rétablit la vérité qu'il n'a pas été tué pour tentative de fuite. Parce que là, il y a des preuves aujourd'hui qui corroborent cela. Ça, c'est beaucoup plus la réparation, la réhabilitation, parce que beaucoup ont été réhabilités. Ceux qui ont eu la chance de ne pas mourir, de n'avoir pas été tués, certains étaient en exil comme vous, d'autres sont restés mais en retrait, ont eu les carrières qui ont été reconstituées. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont morts, il n'y a rien. D'abord, le motif de son assassinat n'est pas juste. Mais moi, la question que je veux vous poser, c'est par rapport au manque également de sanctions. Mais au manque de sanctions, sur le plan administratif, quand on écoute le général Gilbert Diendéré, pour l'octobre 87, il dit qu'il était l'adjoint. Il y avait Blaise, il y avait Lengani. Mais après, dans la même garnison, des soldats ont commis également des indélicatesses qui ont tapé le Burkina. L'affaire Norbert Zongo sont des éléments du conseil qui étaient de la garde de Blaise par rapport, quand les 6 suspects sont sortis jusqu'au jugement, certains étaient de la garde rapprochée du président Blaise Compaoré. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi sur le plan militaire, il n'y a pas ces sanctions-là, ne serait-ce que pour la violation de la discipline militaire dont vous faites cas? Écoutez, moi j'ai toujours dit, si vous politisez l'armée, vous dites aux soldats, vous êtes l'égal de l'officier. Ça veut dire vous admettez que la discipline militaire ne sert plus. Or, c'est le principe de base de la cohésion militaire et de l'efficacité même de l'armée. Quand il n'y a pas de discipline militaire, les gens, quand ils ont pris le pouvoir en 83, c'est pour mater les officiers qui ne s'alignaient pas dans... Oui, en son temps, c'était les capitaines contre les colonels. Non. Oui. Si vous voulez, ils ont renversé les colonels, mais avec des capitaines aussi. Nous, on n'était pas dedans. Donc, mais le principe de base, c'est le fait de décréter que tout militaire non politique est un assassin en puissance. Beaucoup de gens, y compris la presse, vous rigolez de ça.
Mais quand vous politisez l'armée, vous détruisez toute la base sur laquelle l'armée se repose, c'est-à-dire sa discipline. Cette discipline n'étant plus, bon, mais on va sanctionner à partir de quoi? Les Blaise ont assassiné, si vous voulez, Thomas Sankara, mais ils ont continué avec le même principe. Ça a duré avant 91. La langue de bois, c'était toujours nous sommes des révolutionnaires, alors qu'ils n'étaient pas. Donc, ils continuent avec les mêmes principes. Il n'y a pas de base légale pour sanctionner les gens. C'est entre copains. Mais vous dites qu'il n'y a pas de base légale pour sanctionner les gens. Non, que vous dites qu'ils ont été complaisants vis-à-vis des textes, oui. Parce qu'au Burkina, il y a la base légale pour la tenue de conseil de discipline. Elle est là toujours. Des soldats ont traduit leurs éléments en conseil de discipline, certains ont été radiés. Ça, il y a ces preuves-là parce que certains sont allés dans des opérations de braquage, ont été pris et sont passés par la discipline et le conseil de discipline. La base légale, elle est là. Que les uns et les autres maintenant prennent de la légèreté, de la liberté avec ça, je suis d'accord avec vous. Mais la base légale, elle est là. La base légale a été plus ou moins rétablie à partir de 91. Mais même après 91, les assassinats ont continué. Mais je disais, les crimes ont continué. J'ajoutais, mais ils n'ont jamais suivi. Ils ont continué à se comporter en révolutionnaires. Vous comprenez? Le fait de se proclamer révolutionnaire, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais pour beaucoup de gens, on pense que c'est une nouvelle situation qui arrive, qui va changer la vie des Burkinabés, etc., etc. Il y a eu des trucs cosmétiques. Quand on dit consommons burkinabé, ok, mais dans le fond, il y a... Donc, pour revenir à l'armée, l'armée a été complètement déstructurée à partir du CNR. Les CDR, bon, sous ces régimes, on a eu au minimum 3 CDR qui ont dirigé la sécurité, le domaine de la sécurité et de la défense. Mais ça a donné quoi? Rien. Donc, si vous voulez, ce qui se passe à Ouaga 2000, moi je ne suis pas surpris. Ça va m'étonner fort que les juges arrivent à confondre de manière formelle Diendéré Gilbert. Parce que il va toujours dire, c'est pas lui, il n'est pas parti, le commando a été constitué d'éléments que lui ne contrôlait pas, mais c'est trop facile aussi. Parce que le chef militaire, il doit en répondre. D'accord. Juge Var. Oui, moi, je pense que ça aussi, c'est une époque qui est en train d'être gérée. Moi, je veux revenir à autre chose. Parce qu'il y a une autre dynamique maintenant qui est en train d'être enclenchée. On dit réconciliation. Je sais que ça vous tient tellement à cœur parce qu'on a un livre ici, Réconciliation nationale en trompe-l'œil au Burkina. Bon, nous, on n'a pas lu, parce que c'est pas sorti. Oui, c'est pas encore sorti. Officiel. Mais on l'a en main. Ça veut dire que ce qu'on est en train d'enclencher comme dynamique, justement pour soigner les plaies dont on est en train de parler tout à l'heure là, pour vous, ce n'est pas sincère ou qu'est-ce que vous dites? Parce qu'en trompe-l'œil, on a l'impression que vous avez déjà une position. Eh bien, évidemment, j'ai une position. Il faut avoir une position. Vous ne pouvez pas écrire un livre si vous n'avez pas de position. Je veux dire qu'on voit un peu votre position avec en trompe-l'œil, je veux dire. Oui, en trompe-l'œil, j'ai expliqué. Ce qui m'a interpellé, dans un premier temps, c'est le bouquin de votre confrère, Loukman Savadogo, qui écrit un livre qui essaye par tous les moyens, y compris en arrachant les cheveux, de justifier l'amnistie globale à accorder au régime de Blaise Compaoré. Mais sans mot dire sur tout ce qui s'est passé avant. Tous les assassinats politiques, toutes les spoliations. Vous voyez, Bernard a dit tout à l'heure que les gens ont eu leur carrière reconstituée. Je vais compléter de manière incomplète.
de manière incomplète. Et nos droits ne sont toujours pas payés. Nous avons été au tribunal. On a gagné. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. Il n'y a aucune réparation. Vous voyez. Donc, quand il y a tout ça, vous venez, vous parlez d'amnistier globalement des individus, même pas l'amnistie individuelle. Parce que l'amnistie individuelle, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire que je confesse mes torts contre l'amnistie. Mais voilà des gens qui ne sont même pas rentrés, on dit il faut les amnistier. Mais il y a un problème. Au Rwanda, ça ne s'est pas... Alors, toutes les astuces ont été utilisées. On vous parle de justice transitionnelle. On vous passe de justice traditionnelle. C'est du n'importe quoi. La justice transitionnelle ne s'applique que lorsque tout votre système administratif est en l'air. C'est-à-dire que votre pays a connu une guerre civile qui a tout détruit. Mais il faut une justice transitionnelle. La justice traditionnelle, nous avons 63 ethnies et autres. Quelle est la justice traditionnelle que ces messieurs et dames recommandent pour régler notre situation? Mais dans l'offre de la justice transitionnelle, il n'a pas été dit qu'il faut occulter la procédure pour avoir la vérité et la justice, non? Maintenant, vous dites que vous n'êtes pas d'accord parce qu'on parle de justice transitionnelle quand les autres n'existent pas. Est-ce que dans notre contexte, où on a cumulé beaucoup de crimes, de frustration, est-ce que ce n'était pas... Je ne suis pas là sur votre plateau pour défendre la justice burkinabé. Mais je dois reconnaître que relativement parlant, notre système judiciaire fonctionne. C'est l'un des meilleurs au sud du Sahara. Étant l'un des meilleurs au sud du Sahara, ce qui a mené les tribunaux, les procédures Gakaka à voir le jour au Rwanda, j'y étais. C'est parce que le système judiciaire rwandais était détruit. L'ONU a créé le TPIR, le tribunal international pour le Rwanda, logé à Arusha. Je l'approvisionnais pratiquement toutes les semaines par vol régulier. Tout cela a conduit les autorités rwandaises à recourir aux procédures Gakaka. Ces procédures existent pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a que deux ethnies au Rwanda. Les Hutus, les Tutsis. Les Hutus sont majoritaires, mais ce sont les Tutsis qui ont le commandement traditionnel, c'est-à-dire la royauté. Tous vivent sous le système monarchique des Tutsis. Alors, donc, c'est la même culture, parce qu'ils parlent la même langue, il n'y a pas d'autre langue. Et c'est les mêmes pratiques, donc ils peuvent être jugés de la même manière. Mais si vous avez eu écho de ce truc sans jamais l'étudier à fond, vous prenez ça, vous commencez à claironner, oui, justice traditionnelle, repartons nos traditions. Mais si vous voulez qu'on retourne aux traditions, il faut supprimer le Burkina. Hein. Mais comment vous pensez, justement, la stratégie pour parvenir à cette réconciliation? Quel est le chemin pour vous? Quelle devrait être la dynamique impulsée? Pardon? Pour arriver à cette réconciliation, quelle devrait être la stratégie pour vous? Quelle devait être la stratégie pour vous? Ah oui, mais moi, bien sûr, le triptyque, justice, vérité, justice, réconciliation.
mais en y ajoutant la réparation. S'il n'y a pas de réparation, vous n'avez rien réconcilié. Vous n'allez pas me demander de faire pardon à des individus du CNR qui m'ont réquisitionné ma maison. Si l'État ne vient pas réparer, c'est la spoliation dont je souffre aujourd'hui, que j'ai dû repayer ma maison. Chez les papiers. C'est ça. C'est facile de dire réconciliez-vous. Mais qui peut réconcilier les gens à leur place? Moi, je souffre de quelque chose, c'est lui qui m'a spolié, doit reconnaître qu'il m'a spolié et qu'il demande pardon. En ce moment-là, je suis réparé, je passe l'éponge. Mais s'il n'y a pas ça, c'est de la vaste blague. D'accord. Il y a une autre priorité au Burkina Faso, c'est la situation sécuritaire. Le juge va la rappeler tantôt. Quand vous avez une opinion, vous l'écrivez. Vous avez également un livre qui traite justement de cette situation-là. Le titre, c'est la troisième guerre du Burkina 2015-2020, les conditions de la victoire. Jusque-là, on a du mal à voir la victoire poindre à l'horizon. Selon vous, en tant qu'officier militaire, c'est quoi le problème? C'est la stratégie, c'est les hommes, c'est les moyens? Parce que tout a été essayé, à notre avis. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Nous avons le problème du format militaire. Figurez-vous, nous sommes l'un des rares pays au monde, ou le seul, où on nomme des officiers supérieurs au grade de général pour les cantonner dans les bureaux. Le grade de général est un grade de combat, de commandement au front, de commandement des troupes. Un général de brigade, ce n'est pas du salon. C'est pour commander une brigade militaire. C'est-à-dire de combien d'effectifs à peu près? Si vous prenez pour vous aider à faire les calculs avec moi, vous prenez un régiment de 2400 hommes, parce que les régiments que nous, Blaise a institués ici, c'est des petits régiments, des demi-régiments, de 1200 hommes. Si vous prenez donc un régiment à 2400 hommes, vous le multipliez par 4, vous avez une brigade. Ça, c'est le domaine du commandement d'un général de brigade. On a une flopée de généraux de brigade dans ce pays, mais qui sont des officiers d'état-major. Mais il y a un célèbre, je donne un exemple dans l'histoire. Le général Rommel, qui a eu son bâton de maréchal. Rommel a fait toute sa carrière d'officier sans passer en état-major. Mais c'était le plus brillant. Général allemand. Bon. Alors, mais ça, c'est juste l'anecdote. Comment est-ce que vous voulez qu'une armée dont la hiérarchie est exclusivement formée d'officiers d'état-major puisse gagner une guerre? C'est impossible. Donc j'ai parlé du format, c'est le premier point que j'ai énuméré. Il faut créer de grandes unités militaires au Burkina Faso. Sinon, il faut cesser de nommer aux fonctions des généraux. Les grandes unités, c'est quoi? C'est la première, c'est la brigade. La deuxième, c'est la division. On a des généraux de division ici. L'échelon suivant, c'est le corps d'armée. Et l'armée ensuite. Bon. Tant qu'on n'aura pas ça, vous êtes réduit à des situations comme celle d'Inata, d'il y a quelques jours, où les soldats sont envoyés par petits groupes. On essaie de faire un peu la stratégie de notre ennemi. Mais notre ennemi est beaucoup plus malin que nous.
Parce que lui, il emploie une stratégie très rationnelle, qui est celle qui consiste à admettre le fait que vous ne montez jamais à l'assaut d'un ennemi tant que vous n'êtes pas 2 à 3 fois supérieur en effectif et en armement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Puisque nous, on n'a pas d'unité organique, de grandes unités organiques. On vous parle de régions militaires. C'est du trompe-l'œil, du faux semblant. Parce que, oui, la région militaire, mais c'est un lieu de cantonnement des troupes. Ce n'est pas une unité. Kaya, la première région militaire, n'est pas une grande unité. C'est là-dedans des petits groupes de gens éparpillés. Mais c'est facile de mater ces gens-là, un à un. Le principe de la guerre réussie, c'est de s'attaquer à quelqu'un de plus faible que vous 2 fois au moins. C'est ce que les autres font. Nous, s'il y avait ces éléments-là dépendaient d'une division qui, soit dit, basée à Dori, c'est-à-dire au siège du 11e RIC. Mais c'est facile. Il y aurait des unités qui sont à côté, même déjà les problèmes logistiques ne se poseraient pas. Il y a un principe élémentaire pour la guerre. Les opérations aériennes, militaires ne peuvent s'engager que si trois éléments sont remplis. Le premier élément, c'est la formation des hommes. Le deuxième, quand ils sont bien formés, on peut les engager, c'est-à-dire dans le combat. Ensuite, il faut la récupération. La récupération, c'est le retrait du front pour qu'il se repose, et après qu'il soit reformé encore. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et c'est une relève que les gens attendent. Cette relève n'arrive pas. Ça veut dire qu'elle n'existe même pas. C'est du pipeau. On peut dire qu'il y a une relève. Mais et puis sous le sceau du secret défense. Vous n'irez pas regarder. Vous n'avez pas le droit de savoir s'il y a une relève. Laquelle? Et si elle traîne à venir, on peut se poser beaucoup de questions. La logistique ne fonctionne pas. Il n'y en avait pas du tout pour cause. C'est un des rares pays aussi où, pendant que nous sommes en guerre, le gouvernement ne dit jamais qu'on est en guerre. Et vous aussi, vous l'accompagnez, vous dites terroriste. Bon, donc, pendant que nous sommes en guerre... Donc, il faut le dire, il y a l'attitude qui va avec. Attendez, je reviens, parce qu'il ne faut pas que je perde mon idée. Pendant que nous sommes en guerre, nous envoyons des officiers à l'étranger dans des missions de paix. C'est pour faire quoi? Pour gagner de l'argent, c'est tout. Vous avez fait l'ONU, puisque c'est au nom de la fraternité, la solidarité internationale. Il y a des peuples également qui sont détruits, donc on ne vit pas en vase clos. C'est pour respecter les clauses internationales en la matière. Vous avez fait l'ONU. Très bien, très bien. J'ai fait l'ONU pas dans ce contexte. J'ai fait l'ONU en tant que fonctionnaire des Nations Unies. Je ne suis pas allé là-bas au titre du Burkina Faso. Je ne suis pas allé là-bas dans un contingent. Je sais, mais vous savez en fait, je pose la question parce que je me dis que vous savez comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on envoie les troupes et dans quel cadre légal c'est fait. Oui, je connais le cadre. Oui, c'est pourquoi je dis que vous avez fait l'ONU. C'est-à-dire un mémorandum d'entente entre le Burkina et les Nations Unies, le siège des Nations Unies à New York. Oui, vous envoyez, mais vous pouvez remettre en cause votre MOU de manière unilatérale ou la négocier. Mais ça, c'est en fonction du fait que vous êtes libre chez vous que vous pouvez vous permettre d'envoyer des soldats ailleurs. Comment est-ce que vous résolvez mon problème des 3 critères? Formation, engagement, récupération. Alors, quand vous envoyez des gens se reposer, qui montent en guerre, à l'assaut, il faut des effectifs.
Alors, on va vous dire, il n'y a pas... Quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai posé la question à l'état-major, au ministre de la Défense. Mais il dit, il n'y a pas assez d'hommes. Il n'y a pas assez d'hommes. Mais vous pouvez vous permettre de continuer à envoyer des gens en mission. La mission de paix, ça n'apporte rien, ça apporte de l'argent, d'accord. Mais en dehors de ça, ça n'apporte aucune connaissance militaire opérationnelle. Pourquoi? Pour aller dans une mission de paix est créée que lorsque deux belligérants se mettent d'accord. Pour demander des troupes d'interposition entre les deux, pour leur permettre de négocier et de retrouver la paix. Ce n'est pas des troupes d'engagement, ce n'est pas des troupes qui combattent. C'est pour cela, tantôt, on vous dit, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies doit être activé. Ce n'est que dans ces conditions que nos fameux missionnaires, moi je les ai soutenus pendant des années, en appui aérien, logistique, tout ça. Donc je sais ce qui se passe. En ce moment-là, ce n'est que lorsqu'il y a le chapitre 7 des Nations Unies est activé qu'il y a des combats. Mais ça, c'est rarissime. On entend souvent les gens dire ici que il faut activer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour le Burkina, pour les pays du G5 Sahel. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas que les Américains sont méchants, mais il y a des règles minimales. Quel est notre ennemi? On ne le connaît pas. Est-ce qu'on s'est assis pour parler, pour dire, voilà, mettons-nous d'accord pour qu'il y ait une force d'interposition qui vienne? Ah mais, tant qu'il n'y a pas ça, on ne connaît même pas qui est notre ennemi. Au point qu'on dit, on continue de chanter nous, les terroristes, les malfrats, etc. Mais c'est des gens qui occupent votre terrain. Moi j'ai une question, il y a quelque chose que vous disiez qui a retenu mon attention. Généraux de bureau. Le problème c'est dans le choix qui est fait. Pardon? Le problème c'est où? C'est dans le choix qui est fait, parce que pour passer à ce grade-là, je pense on regarde et puis on voit au plus militant selon la dynamique dans laquelle on veut aller, ou bien c'est soit on se trompe dans les choix, ou bien c'est des gens qui préfèrent se renfermer dans le bureau plutôt que d'aller sur le terrain. Qu'est-ce que vous dénoncez? Non. Mais écoutez, déjà vous n'avez pas les unités. J'ai commencé par vous dire que le format, il faut le refaire. D'accord. Vous n'avez pas les unités. Donc, si vous n'avez pas les unités, le problème, c'est de nommer. Mais la nomination, ça, c'est la discrétion du chef de l'État. C'est bien ça. Ce n'est pas des critères véritablement militaires de compétences professionnelles. Vous le savez bien. Vous voyez, chez nous, pour que quelqu'un commande l'état-major général, il faut forcément le faire général. Et récemment, on a vu, pour que quelqu'un devienne ministre, on le fait général. A-t-on besoin de ça? Ben moi, dans ma conception des choses, on peut faire comme dans certaines armées qui sont rodées. C'est que, par exemple en France, le bâton de maréchal ne s'obtient que lorsque vous avez, en tant que général, vous avez gagné une guerre. Pétain a été fait maréchal parce qu'il a gagné la première guerre mondiale pour la France. Vous voyez, comment ça s'appelle, les Juin, les Leclerc, tous ces gens-là ont été faits au compte de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, on pourrait simplement dire, vous êtes nommé à la tête de l'armée, mais tant que vous n'aurez pas gagné cette guerre, vous n'aurez pas vos 2 étoiles. C'est impossible de faire ça. D'accord, alors... Vous me comprenez. Alors, colonel, vous êtes également politique, vous avez rappelé tantôt, vous avez été à l'Assemblée nationale. On entend, il y a des manifestations, le juge va rappeler ce qu'on a vu hier
à travers le territoire national. Il y a certains qui demandent même la démission du chef de l'État en tant que politique. Quel est votre regard sur justement ces appels-là et notamment ce qui a été, je dirais, lancé par l'opposition politique? Merci. En tant qu'homme politique, moi je ne cherche pas le pouvoir absolu. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être président. Donc ceux qui sont dans la rue pour réclamer le départ du président sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Le système ne fonctionne pas. C'est sûr qu'un pays dont les 2/3 sont occupés, ça doit interpeller beaucoup. Mais ce n'est pas mon rôle de dire le président doit partir. Moi, mon rôle, vous m'avez invité ici en tant que technique, spécialiste des questions militaires, de sécurité. Je vous dis ce qui ne va pas au plan sécuritaire, mais le responsable suprême reste le chef suprême des armées. Parce que il faudrait qu'il trouve des conseillers militaires. Enfin, les conseillers, c'est lesquels? Ce sont chef d'état-major particulier, c'est son chef d'état-major des armées, c'est son ministre de la Défense. Ces gens-là sont ses principaux conseillers. Il faudra qu'il nous trouve des gens comme ça qui sont capables, qui sont intègres. L'intégrité, ça veut dire quoi? C'est le fait, ce n'est pas le fait simplement de s'abstenir de se laisser corrompre. Non. C'est le fait aussi d'être courageux. Alors vous savez, en général, moi je peux le dire parce que j'ai fait le domaine, je suis ancien militaire, je suis entré dans la politique, je vois ce qui se passe là-dedans. C'est un véritable cafouillage. Les politiques, c'est des pleutres. C'est-à-dire des gens peu courageux, des gens qui ne disent pas la vérité. Un militaire, quand on va d'un panier à crabe comme ça, on a beaucoup de difficultés, mais c'est le président qui doit, c'est lui le chef suprême des armées, c'est lui, la nation lui a donné toutes les cartes pour pouvoir mettre en place un système qui fonctionne. Oui. Mais un autre point aussi de cette lutte-là, c'est les puissances étrangères. Les puissances étrangères qui sont ici pointées du doigt. Geoffroy a parlé d'hier du drapeau français qui a été hier à Bobo, hier nuit, les jeunes ont bloqué pratiquement un convoi de l'armée française qui se rendait au Niger. Au Mali, on a vu plusieurs manifestations, comme on appelle ça, pour demander le départ de l'armée française. En même temps, il y a la Russie que certains sollicitent, qui est là, qui tape à des portes, qui veut rentrer. Alors, il y a aussi l'action de ces puissances étrangères-là dans la lutte contre le terrorisme. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? Ça, c'est une très bonne... Mais toutes les questions étaient bonnes. Mais elle est particulièrement intéressante, celle-là, parce que c'est un sujet d'actualité. La France, pour ce qui nous concerne, au plus fort de ses effectifs, l'effectif de Barkhane était de 5500 hommes. Vous êtes d'accord? 5500 hommes pour les 5 pays du G5 Sahel. Arithmétiquement parlant, si on divise 5000 hommes par 5, on a 1 millier par pays. Ça veut dire, nous, je prends le cas du Burkina Faso, on ne va pas parler du Mali. On pourra revenir si vous voulez. Le Burkina Faso aligne 20 000 hommes. Nous allons faire l'arithmétique simple. Vous n'avez pas besoin d'être Saint-Syrien, hein, pour comprendre le manque de logique. 1000 hommes, nous les appelons pour nous défendre. Nous en avons 20 000. Ça veut dire que nous, les 20 000 là, nous demandons aux milliers de Français de faire le boulot de 20 000 personnes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous admettons que le soldat français vaut 20 fois mieux que le soldat burkinabé. Je ne suis pas d'accord avec vous en partie. Pardon? Je ne suis pas d'accord avec vous en partie parce que l'opération Barkhane, c'est d'abord la priorité, c'est le Mali. Et ensuite, Emmanuel Macron lui-même a révélé que le Burkina a fait le choix de faire des patrouilles seul. Ça a été affirmé. Donc ce n'est pas qu'on réclame forcément un milieu de combattants au Burkina, mais c'est beaucoup plus le Mali. Mais parce que ce qui est dénoncé, vous dites qu'on ne parle pas du Mali, alors que la priorité, Barkhane qui est venu après Serval, la priorité c'était la sécurisation du Mali, prendre les localités, selon ce qui est même arrêté dans les documents de l'ONU. Mais ce n'est pas arrivé. Ok. Mais vous apportez de l'eau à mon moulin. Parce que mon raisonnement, c'était lequel? C'est que votre clarification vient réduire le millier de Français qui viennent nous appuyer. Donc nous en avons moins. Donc si nous en avons moins, nous ne pouvons pas demander aux Français de résoudre notre problème à notre place. Ce n'est pas possible. 1 millier contre 20 000 hommes, ça ne marchait pas. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que nos autorités doivent être suffisamment courageux et dire clairement aux populations ce qui se passe exactement. Si elles ont eu besoin de moins d'1 millier d'hommes pour venir nous aider, 1 millier ne peut pas aider notre situation. Ils sont là pour nous appuyer seulement. Donc tout est dans la clarification. C'est-à-dire l'explication, dire aux gens, mais c'est nous qui les avons appelés. Les Français ne sont pas venus d'eux-mêmes comme ça. Je ne pense pas. Il y a des accords qui ont été signés. Donc ces accords-là, on peut les remettre en cause à tout moment. Pourquoi ne pas les remettre en cause? Ce n'est pas la peine de laisser la jeunesse dans la rue, mal informés, parce que c'est des gens qui ne sont pas informés. Oui. Remettre en cause le contenu de la coopération, je ne dis pas non. Mais si vous dites qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, c'est comme si c'est nous qui les avons appelés depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance et tout. Non. Parce que les coopérations civiles et militaires sont venues en même temps avec, la période des indépendances. Maintenant que nous n'ayons pas dénoncé la collaboration, la coopération et tout, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, ça c'est de nous notre responsabilité. Très bien. Mais maintenant, dans cette lutte, ce qui est pointé du doigt, ce n'est pas qu'on demande à des gens forcément, mais c'est qu'il y a beaucoup d'effectifs, il y a beaucoup de logistique sur le plan de l'armement, par rapport à l'appui aérien et tout, mais il y a des gens qui estiment que par rapport aux objectifs de départ et aux résultats obtenus, il y a à se poser effectivement des questions. Et quand quelqu'un est pris au Bénin et retrouvé quelques jours au Sahel, du fait de leur capacité, et n'arrivent pas à aider sur un certain nombre de points, ça pose des questions. En fait, c'est des questions que de jeunes Africains se posent. Mais ce n'est pas dire qu'on leur dit de partir comme ça ou de venir en masse. On se pose des questions sur l'essence d'une collaboration. Alors, c'est une collaboration qui date depuis les indépendances, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Je vais vous rappeler que nous avons eu deux premières guerres. Les deux premières guerres, 74-77, avec le Mali, contre le Mali. La deuxième, 85-86, contre le Mali. Eh bien, Bougouma, rassurez-vous que nous, le Burkina Faso, la Haute-Volta d'alors, puisque j'ai participé à cette guerre, lorsque le Mali nous a attaqués, nous étions dans un rapport de 1 contre 5. Les Maliens alliaient 5000 troupes, nous 1 millier à peine. 2 bataillons. Le premier, BHV à Ouagadougou, le deuxième, BHV à Bobo-Dioulasso. Si tu comptes les malades et tout ça, ben, on ne peut même pas allier 1 millier. Devant cette situation, nos gouvernants auraient pu
faire appel à la France. Puisqu'on était dans les accords, les mêmes accords de coopération. Mais aucun militaire français, même pas un conseiller, n'est venu à Ouagadougou pour nous assister. Du côté malien, ils avaient le rapport de force en leur faveur. Ils n'ont pas fait appel à l'Union soviétique à l'époque parce que Moussa Traoré traitait tout le temps, puisque c'est Modibo Keïta qui a pris l'indépendance et qui est resté avec l'Union soviétique. Moussa Traoré a continué la même coopération, mais c'est pour vous dire que ni les Maliens ni les Voltaïques à l'époque n'ont eu recours à une intervention étrangère. Oui. Moi, je crois que... Ça sera la dernière question. Je crois que ce que le colonel dit, c'est intéressant parce que il lui donne les ratios qui devraient nous fortifier dans ce que l'offre devait être domestique, celle sur laquelle on devait compter pour venir à bout de ce qui nous dérange. Maintenant, ce que Bernard dit aussi, qui pour moi est très intéressant, c'est qu'on est en coopération avec certains militaires, on est en droit aussi de s'interroger sur ce que ça nous apporte. Et au regard de cela, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Mais je suis d'accord aussi lorsque le colonel dit, oui, mais quand vous trouvez que ça ne vous rapporte pas grand-chose, je pense qu'en pays indépendant, vous le voyez et puis vous décidez. Donc, oui, tout est dans la main de nos autorités. Maintenant, là, c'est qu'il y a une jeunesse qui ne comprend pas et qui se dit à un moment donné, peut-être qu'il faut mettre plus de pression sur l'autorité pour qu'elle nous dise certaines vérités. Et il faut que nos autorités expliquent à la jeunesse qui ne comprend. Beaucoup de gens ne sont pas informés des questions. Mais même là. Alors, juge Bouma, on est au terme, c'est vrai que le sujet il est important, on l'a dit, c'est une question d'actualité. Il faudra certainement une deuxième convocation avec le colonel Charles Ouattara pour revenir sur ce sujet. En tout cas, merci d'être passé au tribunal de l'actualité. Je l'ai dit avec vous, on a parlé de la situation sécuritaire, votre vision de la réconciliation nationale et ce qu'il faut pour gagner cette guerre-là, vous l'avez dit, on est en guerre, il faut avoir l'attitude et le langage qui va avec. Merci également, messieurs les juges, pour les clés de lecture. Je sais que le juge Bouma est resté sur sa ferme, mais comme je l'ai dit, il faudra une seconde convocation avec colonel. Merci d'être passé. Merci également aux fidèles téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM. On met un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles aux médias leaders Truth TV et Watt FM.